Donc, oui. Allô? Oui, donc ce soir, la première partie avant Roméo. Donc mon boulot, c'est de chauffer la salle pour que vous soyez chaud, enthousiaste. Vous êtes là? Génial. Donc, le premier sujet, cette première partie, c'est Conceptual Spaces, la confirmation de vieilles intuitions des langages de programmation. Donc, j'ai commencé par une citation pour faire sérieux, qui vient de Poincaré, un mathématicien, qui dit en gros, l'intuition précède le raisonnement logique qui démontre, etc. Mais c'est avec l'intuition qu'on invente. Et puis après, j'ai changé de tactique. Finalement, je me suis dit que, en fait, ce qui se passe dans l'univers, c'est ça, l'intuition. On trouve des outils, on trouve que c'est utile, et seulement longtemps après, on comprend pourquoi c'était utile. Mais en attendant, on commence par utiliser nos outils. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça fait 70 ans désormais qu'on utilise des langages de programmation de toutes sortes, qui se sont copiés les uns les autres, qui ont inventé des trucs nouveaux. Et puis, au fil des 70 ans, il y a des choses qui se retrouvent un peu dans tous les langages de programmation. Et on va faire un petit tour d'horizon de ce qu'on trouve dedans. Qu'est-ce qu'on trouve dans tous les langages de programmation? Tout d'abord, la capacité de nommer nos trucs. Et donc, on peut nommer plein de choses, des variables, des méthodes, des trucs, un peu partout. Et puis, on apprend à faire du clean code. Et l'état de l'art aujourd'hui, c'est de mettre un soin énorme à nommer nos affaires. Et puis, le développement le plus récent, c'est le concept de Ubiquitous Language, bien sûr, de Domain Driven Design, qui est l'aboutissement de tout ça. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans tous les langages de programmation? On trouve le concept de primitive et de type de données intégrées au langage. Et donc, en particulier, représenter des nombres, représenter des états doubles, vivants, morts, en booléen, et puis plein d'autres trucs, différents types de nombres, et des collections, bien sûr, et puis aussi des énumes. Dans beaucoup de langages, on trouve une façon de décrire des dimensions discrètes en plusieurs valeurs. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans les langages de programmation? On trouve des façons de grouper tous ces trucs ensemble, de les mettre dans une boîte. Et donc, selon les langages, on va parler de struct, de classe, de prototype, de table, de product types, pour les aficionados de FP. Mais ça permet de regrouper des trucs ensemble, et encore une fois, ça permet de le nommer, ces trucs, de mettre un nom sur le groupement. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre encore dans nos langages de programmation? On trouve des relations navigables. C'est-à-dire que je pars d'un concept, comme la bagnole, et je me dis, j'ai son moteur, donc c'est le moteur de la voiture, c'est les roues de la voiture. Donc là, j'ai pris un diagramme UML bien cheesy des années 80, comme on aimait bien les faire à l'époque. Mais donc, c'est les relations, le truc de truc, la tête de l'animal, la capitale du pays, etc. La relation de qu'on trouve d'ailleurs dans tous les langages humains. Et puis enfin, dans tous les langages de programmation, on trouve des façons de partitionner les états de l'univers en classes, en catégories. Et donc, par exemple, en général, on fait ça avec des if, des conditions. Par exemple, ici, c'est des conditions qui vont partitionner une gamme de résultats scolaires en notes A, B, C, D, E, F. Et puis ici, on a quelque chose d'un petit peu plus compliqué. C'est bien des if que vous avez derrière vous, là, mais dessinés autrement, qui vous permettent de diagnostiquer des niveaux de pré-surtension, d'hypertension, d'hypotension, etc. Donc un métier médical. Donc c'est une façon c'est un truc qu'on trouve dans tous les langages, comment faire des if. Et puis d'ailleurs, il y a une variante, c'est l'héritage. On fait des if et ensuite on utilise un héritage on peut réutiliser les décisions des if sous forme d'héritage. Mais l'héritage est passé de mode, on n'en fait presque plus, n'est-ce pas? C'est pas vrai? Enfin, le dernier truc qu'on trouve aujourd'hui, peut-être pas directement dans nos langages de programmation, mais dans les pratiques qui vont avec, c'est la notion de se dire, on ne fait plus un modèle qui veut tout faire, mais on accepte, enfin tout le monde ne le fait pas aujourd'hui, mais c'est l'état de l'art de ceux qui savent, n'est-ce pas? Et dans cette communauté des meet-up, vous en faites partie, qu'on ne va pas faire un modèle qui fait tout, mais on va accepter d'avoir une juxtaposition de modèles plus simples, séparés, qui se focalisent sur juste l'essentiel pour un besoin donné. Et on appelle ça des bandits de contexte. Et alors on le fait avec bien sûr, donc l'état le plus commun de ça, c'est les microservices, les modulars monolithes, etc. Et quand je les explique dans mes formations, je montre par exemple, je me dis que le concept de la vraie vie, ici, il est en 3 dimensions, mais quand j'en ai besoin, j'ai besoin tantôt de ces 2 dimensions-là, tantôt de ces 2-là, j'ai jamais besoin des 3 dimensions en même temps. On peut faire un travail de projection pour se focaliser sur une vue à la fois, et on n'a jamais besoin de toutes les vues ensemble. Concrètement, si je décris un livre pour le vendre sur un site de vente de livres,
Ici, je le décrirais comme un truc qui ressemble à un livre, mais quand je suis pour l'envoyer, c'est juste un truc avec des dimensions, un poids et des caractéristiques de restriction d'envoi comme fragile. Celui-là, on n'a pas le droit de l'envoyer en Corée du Nord, des trucs comme ça. Donc vous voyez que et quand il s'agit de le recommander, c'est juste un truc qui est souvent acheté avec d'autres trucs. C'est ça mon modèle. Donc on fait des modèles séparés. Alors, ça, c'était l'histoire des langages de programmation et ce qu'on y trouve de plus universel entre eux. En gros, donc il n'en suffirait pas plus pour conclure que c'est la partie la plus utile ou la plus universellement utile de tous les langages de programmation pour des fins pratiques de représenter le monde dans du logiciel. Alors ce qui est amusant, c'est que séparément à ça, à ces 70 ans d'évolution des langages, on a des chercheurs qui travaillent sur le langage, donc ils sont à la marge entre la philosophie, la linguistique, la philosophie des langages et tout ça. Et donc le premier, c'est Georges Lakoff, qui a fait un livre dans les années 80 qui s'appelle « Les métaphores we live by », qui est super bonne lecture, c'est petit, ça se lit très bien, et qui on y décortique le fait que les métaphores sont fondamentales aux humains. L'amour, c'est la guerre, enfin, on peut comparer l'amour à la guerre, on peut comparer une aventure, une création d'entreprise à un chemin, etc. Et donc, Georges Lakoff a fait la moitié du boulot, et Peter Gardenfors a prolongé ça. D'ailleurs, j'ai marqué la métaphore ici. Ici, c'est un chemin. Il a fait la première moitié du chemin, touk 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 touk, et Peter Gardenfors, il a fait l'autre deuxième moitié du chemin. Et en 2000, il a sorti ce livre que j'ai découvert grâce à Roméo, et qui était ma lecture de l'année, c'était comme un alléluia. Qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve un récap du concept de espace conceptuel, conceptual spaces. Alors comment ils ont trouvé tout ça? Ben, ils étudient le langage. Ils étudient le langage sous toutes ses facettes. Et donc par exemple ici on a l'anglais, l'allemand, et qui sont étudiés de façon similaire. Et vous voyez qu'en fait, bon, ils ont des racines communes pour le coup, mais même quand il n'y a pas de racines communes, il y a des tas d'éléments universels entre toutes les langues. Et donc leur travail est entièrement basé sur l'étude des régularités entre langues. Qu'est-ce qu'on y trouve dans les espaces conceptuels? On y trouve des notions de type primitif, qu'on appelle les quality dimensions. Donc certaines sont métriques, par exemple comme le poids, mon poids, le poids d'un objet. Donc en fait, c'est un positif. D'autres sont cycliques, comme le cercle des couleurs. D'autres sont à deux états. Et enfin, certaines sont plus discrètes, les relations par exemple, les membres d'une famille, qui sont les parents, les enfants, etc. Donc ces quality dimensions, elles peuvent... il y en a encore un autre type, c'est tout ce qui est les trucs de trucs. Donc ça ne vous fait pas penser aux associations, aux relations entre choses, la tête du cheval, etc. Là, je vous montre des images. Alors, j'ai piqué complètement sur les littératures, j'ai parcouru beaucoup de papiers sur le sujet. Ensuite, ces types de bases, ces quality dimensions, ils peuvent être groupés dans des intermédiaires qu'on appellera des domaines, c'est comme ça qu'ils les appellent, comme le domaine des couleurs. On y retrouve le cercle des couleurs, mais avec en plus l'intensité, et puis la luminosité. Là, c'est le tétraèdre du goût pour manger, et puis les émotions. Je ne vais pas trop anticiper parce qu'il faut que je laisse quelque chose à décrire derrière. Et donc ensuite, à partir de ces types, à partir de ces dimensions de qualité et des domaines qui les composent, on peut faire le produit ensemble pour décrire par exemple une banane. Elle est dans cette zone-là, dans cette région de couleur. Et en parallèle, elle est dans cette région-là de goût. Et elle est dans cette zone de texture, sur un axe de texture que je n'ai pas décrit et que je ne connais pas d'ailleurs. Et donc ensuite, on peut mettre des points dedans et découper l'espace pour classifier. Donc ça, en fait, vous faites le parallèle dans vos têtes avec ce qu'on a vu juste avant dans les langages. Là, c'est la façon de faire des ifs dans cette approche. C'est la façon de découper les catégories, des catégories entre concepts. Donc, quand on a des exemples ici, on en fait des barycentres, c'est des prototypes, on découpe l'espace avec un truc qui s'appelle, Roméo décrira tout ça. Donc, un autre exemple, c'est les véhicules. Ici, en deux critères, on peut découper et on peut identifier toutes sortes de classes de véhicules. Et puis, il y a un concept de convexité que je ne vais pas décrire tout de suite, mais qui est important. Toutes les voitures sont des voitures. Et enfin, il y a un dernier point, c'est le concept de prominence. C'est comme ça qu'ils l'appellent dans les conceptual spaces. Et le concept de prominence veut dire que parmi toutes les dimensions d'un objet, une pomme par exemple, je ne m'intéresse jamais à tout en même temps. Quand j'ai besoin de manger ma pomme, je m'intéresse à est-ce qu'elle va être mûre,
pas trop grosse parce que j'ai pas trop faim, suffisamment sucrée. Et le fait qu'elle était belle, qu'elle était pas chère, etc., ça m'intéresse plus. Ça m'intéressait quand je l'ai acheté. Mais ça, c'est passé. Et donc, on va pondérer toutes ces dimensions. Pour chaque usage, on va les pondérer différemment selon le contexte d'utilisation. Ça fait-il dans vos têtes? J'utilise les mêmes dessins parce que j'en ai pas trouvé d'autres dans la littérature des conceptual species. En fait, on fait bien le travail de se zoomer, de se focaliser sur les quelques dimensions qui importent pour un but donné. C'est top ça, non? Donc si on fait un petit récap, là ça apparaît évident, c'est marrant, toutes les features qui ont survécu et qui sont les plus communes à tous les langages de programmation, elles ont toutes, ou presque, un équivalent dans la théorie des conceptual species, indépendamment et sans se concerter. C'est marrant, non? Ouais, dites-le quand même, ouais. C'est marrant, non? Ouais. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Première chose, c'est que ça tend à confirmer a posteriori que tout ce qu'on a dans les langages de programmation n'est pas arbitraire. En tout cas, pas si arbitraire que ça. Il y a un fondamental qui est plus universel que juste l'historique des inventeurs de langage. Alors ça, c'est la mauvaise nouvelle. Enfin, c'est la bonne nouvelle plutôt. Donc on a des choses qui sont solides. Ça tend à confirmer ça. La mauvaise nouvelle qui va avec, c'est que, du coup, il n'y a pas de quoi s'attendre à des grosses révolutions dans les avenirs, dans les langages de programmation, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux approches, par exemple. Tout ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est comme si notre imagination était limitée, notre capacité à imaginer des choses était limitée. Et d'ailleurs, l'inventaire de tous ces concepts qu'on arrive à se représenter, je pense que les mathématiciens, c'est leur boulot, et c'est justement ce qu'ils ont modélisé, représenté, structuré depuis des siècles. Alors, pour finir sur une note positive, il reste un gap entre ce que nous proposent les langages de programmation et ce que nous proposent les conceptual species. Et donc, il reste un potentiel en essayant de dire comment on pourrait passer des trucs de là, ici. Et donc, j'ouvre le débat directement avec, par exemple, comprendre les langages humains plus littéralement dans les langages de programmation. Les conceptual species donnent des tonnes d'éléments qui peuvent aider pour ça. Un quick win serait d'ajouter les topologies les plus utiles dans les conceptual species directement dans les langages, par exemple des trucs cycliques, des intervalles bornés, etc. Pour tous ceux qui ont codé ou celles qui ont codé savent que refactorer des tas de if, c'est pas du tout, c'est très cassant. Si un petit changement et ça pète tout, il faut tout recasser, tout refondre. C'est pas très progressif comme concept. Et la tessellation de Voronoi, à l'inverse, elle est ultra progressive. Chaque exemple de plus met à jour la classification. Et donc il y aura des choses à récupérer là. Et puis le pire, c'est que tout ça, ces conceptual species, ça utilise presque pas de CPU pour faire tout. Et donc on pourrait le voir aussi comme une alternative ultra cheap à du machine learning bourrin, et une alternative en plus qu'on peut comprendre quand on met les doigts dedans. Alors merci de votre attention. J'étais de la société Arola. Désormais, je suis aussi Arola en plus et le singe cuivre. Et on s'occupe de toutes les transformations au singe cuivre. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que ça vaut la peine de lire ces deux livres. Celui-ci, il est vraiment facile à lire. Celui-là, il n'est pas du tout facile à lire, mais il vaut la peine quand même. Et puis, achetez aussi mon livre au passage. Merci de votre attention. Pour les questions, on mettra après. Hein. Je peux mettre maintenant. Il y a des questions pour Céline? Non, le mieux, c'est que tu vas répondre à tout, en fait. Non. Enfin, tu vas répondre à beaucoup de choses. J'espère. Tiens ça.